Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis IRM et je suis accompagné dorénavant, comme toujours, par l'ami Chris. Salut Chris. Salut El Patron, salut peuple de Catch-Up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Le monde merveilleux du show bleu qui sent bon le dollar vert puisque on va beaucoup booker une fois de plus, une fois de trop peut-être, le show en Arabie Saoudite, Crown Jewel, et ça commence avec un gros Miss TV. Quand je dis gros, c'est simplement parce que il y a du beau monde qui est invité aujourd'hui. Team Hogan, Team Flair, une délégation pour chaque équipe, puisqu'on a d'un côté Corbin, Nakamura, accompagné de son représentant légal, Sami Zayn. Et de l'autre côté, pour la Team Hogan, on avait Ali, Shorty G et Roman Reigns, le capitaine de l'équipe de Hogan. Miz fait une grosse hype, toujours un gros talker. Tout le monde a pris du gros kiff. On a bien senti là que après Drew McIntyre la semaine dernière, tout le monde était aux anges là, d'être à côté de Flair et de Hogan et d'écouter les vieux papis sortir leurs grosses promos là, se provoquer les uns les autres. Flair annonce qu'il va évidemment battre Hogan. Hogan annonce qu'il va battre Flair. Ils mettent pas mal over Roman Reigns, évidemment le capitaine. On a chacun leur tour en fait. Les protagonistes là et les mecs, ils ont chopé leur micro, ils ont fait des promos plus ou moins inspirés. C'était pas toujours très emballant. Moi, j'ai pas mal aimé Sami Zayn, qui a pas mal pris à partie Hulk Hogan, Brother. Il a pas mal rabattu son clapet. À la fin, ça se chauffe, et Hogan propose tout simplement de régler ce différend lors d'une bonne baston, une bonne bagarre en main event. Sauf que les heels se défilent parce qu'ils sont pas assez nombreux. Sami Zayn ne peut pas se battre. Hogan fait ah là là, vous êtes des poules mouillées. Et finalement, ils trouveront un partenaire d'un soir en la présence, et ça je l'ai deviné, j'étais content de moi, de Cesaro qui arrive avec son pantacourt. Et ce sera donc notre main event ce soir, un 3v3, la team Flair et la team Hogan. Il y a eu du beau monde pour cet opener. Il y a eu des promos plus ou moins, plus ou moins inspirés. Qu'est-ce que tu en as pensé, Chris? Ouais, bon, écoute, ce qui est toujours agréable dans ce genre de truc, c'est quand tu vois que les catcheurs contemporains, actuels, sont heureux d'être avec des Hall of Famers, les papis de service, quoi, et qu'on sent qu'ils kiffent, quoi. Donc ça, c'est le point positif. Après, quand tu regardes bien ce 5 contre 5, finalement, il y a beaucoup de mid-carders dans cette affaire. Et finalement, le gros powerhouse de tous 5 contre 5, c'est Roman Reigns, quoi, hein. Et puis de l'autre côté, il y a Orton. Bon, après, comme toi, j'étais content de voir que c'était Cesaro qui était choisi. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. C'est déjà une caution in-ring de qualité. Et puis voilà, Zayn. Alors Zayn, moi, ce que j'ai aimé, c'est quand ils ont quitté le ring après avoir booké le match pour le soir, et qu'il a dit juste avant de présenter Cesaro, qu'il a dit ah non mais moi je fais partie de la do not touch list. Ouais. C'est excellent quoi qu'il dit. Voilà, ça c'était assez excellent. Bon, écoute, c'était un opener. Voilà, un Miss TV sympa, quoi. Le fait d'avoir les. Bon, comme on est toujours dans l'affaire de Crown Jewel et que je crois que toi, comme moi, on est comme beaucoup d'autres suiveurs de la WWE sont très très pressés que se termine le booking de ce house show glorifié, quoi. Donc écoute, je crois qu'on s'attendait de toute manière que ce SmackDown, à un moment ou un autre, n'attaquait pas, pardon, là-dessus. De toute façon, c'était quasi acquis qu'on allait se gaver du Crown Jewel pendant tout cet épisode de SmackDown. On en a bouffé et on en rebouffera puisque donc ce sera ce match, ce sera notre main event. Ouais, moi j'ai pas, enfin, ils étaient pas tous inspirés, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Sami Zayn, et j'ai trouvé que Hogan et Ric Flair étaient plutôt en forme, mais surtout ils avaient tous le sourire, tous la banane. Donc bon, au moins les mecs ils ont kiffé, ils ont eu leur petit moment avec les papis du ring, comme tu as dit.
Les New Day sont toujours là. Kofi Kingston n'a toujours pas, enfin, toujours oublié qu'il avait perdu son titre il y a quelques semaines. Donc, il le vit vraiment très très bien. Je pense que Kofi Kingston pourrait vraiment écrire un livre sur comment gérer, voilà, la pire des choses, les défaites. Écrire un bon bouquin parce que là, il gère les lendemains qui déchantent assez facilement. Alors visiblement, New Day, ils ont un title shot la semaine prochaine à SmackDown, donc contre les Revival. Mais ce soir, ils vont tout simplement perdre face à Dolph Ziggler et Robert Roode dans un petit match. Kofi Kingston, c'est Kofi Kingston qui se prend le tombé. C'est un roll-up, hein, si je me souviens bien. Donc dans un match qui n'aura pas duré très longtemps. Les Revival et les Heavy Machinery arriveront à tour de rôle pour la grosse bagarre générale. Et c'est comme ça qu'on va hyper, donc une fois de plus, hein, le tournoi pour déterminer la meilleure équipe du monde de catch à la WWE. Donc Kofi Kingston qui perd le titre en 5 secondes. Kofi Kingston qui a oublié qu'il avait un titre pendant 3 semaines. Et Kofi Kingston qui se prend le tombé dans un match random face à une tag team un peu fait de briques et de broc. C'est du booking inversé ou il y a Kofi Kingston est perdu à tout jamais? Ah, je sais pas s'il est perdu à tout jamais, mais cette faculté d'oublier la défaite est quand même puissante. Ouais, en fait, c'est comme si quasiment son règne n'avait jamais existé. C'est incroyable ouais, vraiment comment on a effacé des mémoires le titre qui finalement il était encore titré il y a pas si longtemps que ça. Et c'est assez extraordinaire hein, cette manière de gérer le cas Kofi Kingston. Alors booking inversé, ouais, je suis assez d'accord avec toi puisque moi je garde les New Day favoris pour vendredi soir là, je les garde en favoris de ce fameux Tag Team Turmoil. Peut-être que justement ça va être pour relancer un peu Kofi en disant ouais, vous avez vu, il a perdu le titre, mais bon quand même il est dans la best tag team in the world. Donc c'est peut-être pour ça. Après un match sans absolument mais aucun intérêt qui a été super court, qui se termine par un roll-up, big up au roll-up championship. Et voilà. Après voilà les interventions d'après match, voilà pour montrer tout ce beau monde. Ouais. Bon, écoute, ok, mais ça a été tellement, expédié ce truc-là que bon, on se dit ok, d'accord, c'est le premier match de SmackDown ce soir. Ok, bon, quelle va être la suite? La suite, écoute, c'est simple, c'est les Sea Evans qui nous balancent une promo, toujours à l'aise, je trouve, au micro. Les Sea Evans, moi je suis assez fan hein, de cette catcheuse, alors pas forcément entre les cordes, même si je trouve qu'elle a un arsenal qui est vraiment sympa. Mais surtout, elle tient vraiment bien son perso. Ce soir, elle affrontait une jobbeuse locale. C'est assez rare d'ailleurs aussi hein, d'avoir des jobbeuses locales. Donc donc elle nous explique que grosso modo elle est au-dessus de tout ça, elle va pas se salir les mains ce soir avec dans cette ville crasseuse avec cette catcheuse qui n'est pas à la hauteur de Lacey Evans. Donc elle se sauve, elle demande à l'arbitre de lancer le match. Je trouvais ça très cool en lui faisant un petit câlin, une petite tape sur la tête là, je crois. L'arbitre lance le match. Et elle part avec le décompte à l'extérieur qui se profile. Mais évidemment, tout ça est une ruse. Lacey Evans revient dans le dos de la jobbeuse et lui colle une grosse droite là dans la tronche, bien placée. Et donc, elle remporte la victoire. Pendant ce temps-là, on avait... Attends, est-ce que c'était là où il y avait le match? Non, c'était un peu plus tard. Bon, on fera un package avec la division féminine. Qu'est-ce que tu as pensé là de cette petite promo de Lacey Evans? Ouais, c'est pareil. Encore un segment quand même qui a été assez court, quoi, parce qu'au final, le match a pas eu de match. Après, tu l'as bien dit, c'était plutôt bien vu cette histoire qu'elle sorte et qu'elle se laisse le décompte au bout pour venir mettre après un gros punch, quoi. Donc, Ouais. c'était plutôt bien joué, j'ai trouvé, quoi, pour un squash. Voilà, ça changeait un peu de l'ordinaire, c'était pas mal. Après, ouais, Lacey Evans, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est une fille plutôt intéressante, jolie, qui a du bagou.
bouqué pas mal in ring. Hein. Enfin, je veux dire, par rapport à Mandy Rose, par exemple, elle a pas à souffrir de la comparaison. Je crois que personne n'a à souffrir de la comparaison face à Mandy Rose. Avec l'espèce de manche à balai qui est Mandy Rose dans le ring, quoi. Donc au final, Lacey Evans, moi je suis prêt à l'avoir plus dans le ring. Alors ils nous ont saoulés pendant un paquet de temps avec la feud avec Natalia. Bon, ouais, j'espère qu'on va la lancer un peu sur autre chose. Je pense que c'est une des bonnes heals de SmackDown et ça serait dommage de ne pas l'utiliser un peu plus. Voilà, toute sa place en haut de la carte. En fait, tu regardes la tronche de SmackDown. Bon, il y a enfin pas en haut de la carte, mais plutôt dans la mid-card pour l'instant, vu que effectivement on a Bayley et Sasha Banks d'ailleurs qui étaient ce soir au micro, à la table des commentateurs pour être exact, puisqu'il y avait un match justement entre le ballet Mandy Rose et Nikki Cross, qui donc s'est qualifié la semaine dernière, qui a obtenu un title shot lors d'un affrontement à plusieurs. Ce soir, elle vient prouver sa légitimité en tant que first contender en allant battre Mandy Rose dans un match de 5 minutes. Où elle a placé notamment son finisher, la The Purge. Et l'emphase était surtout mise sur les commentaires. On avait Bayley et Sasha Banks qui étaient là et les commentateurs qui leur posaient des questions pour un petit peu on va dire, prendre la mesure de l'état d'esprit de Bayley et de Sasha Banks. C'était pas forcément très enthousiasmant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, le match, j'en ai rien pensé parce que ça a été hyper rapide et puis que de toute façon, je supporte pas Mandy Rose dans le ring, donc j'espérais que Sonia Deville allait catcher, mais bah non, Mandy Rose, quoi. Hein, voilà, désolé. Hein. Et donc, du coup, heureusement, Nikki Cross, elle est au taquet, elle est grave investie dans ce qu'elle fait. Et du coup, elle met de l'intensité et puis elle fait avec ce qu'elle a, quoi. Donc, on lui met Mandy Rose en face. Donc, la peau, elle fait ce qu'elle peut, quoi. Donc, bon, elle gagne le match sans surprise. Et puis, écoute, aux commentaires, oh là 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 là, moi, je sais pas, j'avais même l'impression que Corey Graves, il était même à court de questions parce que tellement les réponses sont insipides de la part de Bayley. Moi, ouais, c'était pauvre, hein, c'était vraiment pauvre. Il y avait rien à en retirer. J'étais à la limite de m'endormir là sur ce coup-là. Hein. Ah non, faut qu'elle se réveille. Je veux bien qu'elle soit en mode de toute façon, on va tous mourir, mais montre un peu de caractère malgré tout. Là, elles étaient quand même à deux. C'est vrai qu'on a mis quand même les deux on va dire, les deux filles, on va dire, assez haut placées dans le tableau, qui ont comme des petits soucis de promo. On les met ensemble et au lieu de se tirer vers le haut, l'impression qu'elles se tirent vers le bas, quoi, les deux là, ensemble. Là. The Boss et The Hugger, là, c'est pas. Il faut briller, là. Il faut un petit peu montrer du caractère et Après, effectivement, c'est un bon exercice normalement être à la table des commentateurs avec Corey Graves. Souvent, Corey Graves, il est assez sympa, toi. Comme tu le dis, il cherche toujours à poser des questions. Il est assez plutôt bon sparring partner, quoi. Mais là, c'était. non, non, mais là, ouais, mais je sais pas. Après, tu vois, Sacha, j'ai du mal à comprendre en fait le positionnement de Sacha. Bon, ok, c'est la copine de Bayley, mais finalement, dans le roster féminin à SmackDown, les deux têtes d'affiche, c'est Sacha Banks et Bayley. Et donc, pour moi, ce truc-là, ça se prépare à un split à un moment ou à un autre, parce qu'il va falloir remettre Sacha sur le ring et la remettre un peu en tête d'affiche, quoi. Là, c'est fun, hein, la division féminine à SmackDown, moi, je trouve. Hein. Je trouve que Raw, il y a plus de star power et il y a plus de compétition, quoi. Tu vois, quoi. Vraiment, la division féminine m'apparaît vachement faible à SmackDown. Ouais, elle est. Bon, au moins, elle est là. Hein. Souviens-toi qu'Aro, les filles étaient même pas là. Ok, bon. Au moins, C'est la au bonne moins les filles sont là. Ouais, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Les filles sont revenues dans les shows weekly elles ont été bannies de Raw lundi, quoi. Effectivement, on est dans une drôle de configuration à SmackDown, de toute façon, d'avoir drafté les deux filles, les deux top heel d'un côté et les deux top face de l'autre. À Raw, enfin, typiquement, ok, ça peut fonctionner, mais dans ce cas-là, il faut vraiment monter. Enfin, ça peut aider à justement faire monter d'autres filles qui étaient quand même coincées dans la mid-card, des Nikki Cross par exemple, effectivement, qui a un super profil pour aller chercher, pour aller être en haut de l'affiche, hein, en particulier à SmackDown. Elle a un super personnage avec, comme tu le dis, elle y met beaucoup de cœur. Mais effectivement, là, les filles, là, Bayley et Sasha Banks, il va falloir vraiment
Bah, les filles, là, la division est sur vos épaules, hein, donc il faut y aller, quoi. Il faut y aller. On a eu un petit épisode de Firefly, pardon, Funhouse. Bray Wyatt, il y a eu un enterrement. C'était les funérailles de Rambling Rabbit, hein, qui a été le pauvre, mais a été totalement défiguré par l'attaque de Seth Rollins, hein, qui avait brûlé la maison. Mais d'ailleurs, la maison est de retour, hein. Effectivement, rien ne meurt éternellement dans l'univers de Bray Wyatt. Et la preuve, puisque Rambling Rabbit revient d'entre les morts. Hein. On a assisté à un miracle divin. C'est donc le message que nous fait passer Bray Wyatt. Bray Rien ne Wyatt, meurt. Ouais. Bray Rien ne Wyatt, c'est meurt, Jésus. tout revient. Bray Wyatt, c'est Jésus. Voilà. Jésus fait revenir à la vie son lapin. Et en l'embrassant, je sais pas, c'est un truc un peu crade sur les bords, quoi. Mais Ouais. Mais il lui fait un baiser, puis il a son gant, tu sais, de heal, de soin, hein, donc et il fait ça a fonctionné. Donc effectivement, il a ce pouvoir de faire revenir entre les morts ceux qui sont passés de vie à trépas. Et on sait que Rambling Rabbit, bah, il meurt souvent, puisque juste après il se fait bouffer par le vautour. Ils ont tous eu un petit mot plus ou moins doux pour le lapin. Et voilà comment se termine cet épisode de Funhouse, pardon. pas, Ouais, pas un mot pour Rollins, hein, au passage. Hein. on s'en fout, non, de Rollins, non? On s'en fout. Total de Rollins, quoi. Je pense qu'ils veulent vite évacuer le match de Crown Jewel entre les deux pour passer Euh, à autre chose. Là, du coup, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je vois vraiment pas Rollins perdre le titre à Crown Jewel, quoi. Hein. Ça me paraît complètement, ça me paraîtrait complètement con. Je sais pas ce qui. En fait, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qu'ils vont prévoir comme programme à Wyatt à SmackDown, quoi. Est-ce qu'ils vont le balancer face à Lesnar dans la title picture direct, quoi, ou est-ce qu'on nous emmène vers de la feud de mid-card? Je suis un petit peu dubitatif là-dessus. je pense que le truc le plus sûr, pas forcément le plus excitant, j'en sais rien, moi, là, en fait, ils ont calé, hein, ils ont calé un gros coup là avec cette histoire de Bray Wyatt là, d'avoir balancé avec Seth Rollins et de pas être allé jusqu'au bout. Du coup, ils sont en train de caler. Et je pense qu'effectivement, à SmackDown, ils vont reprendre ce qu'ils avaient commencé à faire, à savoir, ils vont intervenir à droite à gauche en attaquant effectivement tout ce qu'il y a de mid-carder gentil et un peu niais, les Ali, les Shorty G, tous ces mecs-là, il va aller les tourmenter avant de éventuellement passer à autre chose. Mais c'est trop bouché en haut, donc le problème, c'est qu'effectivement, ils nous l'ont mis dans la title picture. Ils ont mis le plus gros méchant, euh, si tu mets de côté Brock Lesnar, évidemment, mais le méchant le plus hot, le plus charismatique, on va dire, le personnage, en tout cas, le plus charismatique, le plus fun, et ils l'ont mis dans la title picture. Du coup, ils se sont foutus une balle dans le pied en faisant ça. C'est que maintenant, bah, nous, on est censé, en tout cas, on est censé voir The Fiend, donc Bray Wyatt. Même si moi je déteste quand ils nous disent que c'est Bray Wyatt, The Fiend, il devrait pas, toi. Mais bon, ça c'est un autre problème. Ils nous l'ont mis dans la title picture, du coup c'est compliqué de le revoir redescendre, quoi. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Je suis pas Ouais, certain. ça va être complexe. C'est complexe. Drew Gulak est de retour avec ses PowerPoint. On sait qu'on aime les PowerPoint à catch-up. La preuve, on a donné notre top la semaine dernière au PowerPoint de Drew Gulak. Et ben ce soir, il avait un match contre Kalisto. Il veut montrer son PowerPoint mille et une façons dont Braun Strowman peut perdre son match face à Tyson Fury. Mais on n'ira pas plus loin que la première slide. Kalisto attaque Drew Gulak et Braun Strowman débarque également pour provoquer la distraction et donc la défaite de Drew Gulak. Strowman prend le micro et il explique qu'il fera la même chose à Tyson Fury qui ne mérite même pas d'être dans un ring de catch. Je serais tenté de dire Braun Strowman, c'est marrant hein, cette histoire de PowerPoint, mais Braun Strowman, ça aurait été cool qu'il nous montre un petit peu pourquoi lui, il mérite
d'être dans un ring de catch et pas Tyson Fury, parce que pour l'instant, il fait tout sauf catcher, l'ami Braun Strowman. Ouais. Bah, du coup, ils ont booké ça avec un match de 205 live. Le Kalisto Gulak, c'était. Et voilà, encore un match totalement expédié. L'intervention de Strowman, enfin, moi, que je trouve que qu'est-ce qui vient défoncer. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a vraiment pas intéressé, cette affaire-là. J'ai pas compris. Marrant la dernière fois, parce qu'il avait, pour je ne sais quelle raison, ils avaient un match tous les deux, Gulak versus Tous les Braun deux, Strowman. Mais là, ce soir, enfin, genre, il en a rien à foutre de Drew Gulak, Braun bah, Strowman. bah ouais, c'est bien là tout le problème, quoi. Enfin, je sais pas, il Le a mec fond. est censé être omnibulé par Tyson Fury enfin voilà, c'est une feud intense entre deux grands Golgoth qui pèsent 150 kilos. Qu'est-ce Le... que Braun Strowman vient s'emmerder à aller squasher de Drew Gulak, quoi. Ouais, bah ouais, hein, c'est vraiment dans le genre inutile, je me pose là, quoi. Le seul truc, c'est qu'on a vu une vidéo sur le truc où Strowman a attaqué Fury au Performance Center. Euh, voilà, il est venu lui mettre un shoulder tackle à Fury dans le ring, quoi, qui fait mine, qui se blesse d'ailleurs à la cheville. Ça m'a fait marrer d'ailleurs cette image parce que le mec il lui percute, il lui met un coup d'épaule et après il se tient à la cheville, quoi. Ah bon, c'est à la cheville que t'as mal là. Bon, c'est un peu bizarre. Je Ils suis m'ont alors là, ils m'ont l'air fragiles, hein, ces grands bonhommes. moi je te le dis direct, le truc à Crown Jewel, j'espère qu'entre Fury et Strowman ça va être assez rapide parce que j'ai des énormes doutes sur le fait que Fury soit bon dans le ring. Je pense que c'est un super boxeur, mais alors un catcheur, je pense pas du tout. Et j'espère que ça va être assez rapide. Ça dure 5 minutes, des mecs qui se font des gros spots de destruction et terminé, quoi. Ouais, voilà. Je crois pas qu'il faudra nous faire un gros match de cette affiche-là parce que je pense que sinon on n'a pas fini de balancer des sauts de merde dessus. Ou à la limite un squash, quoi. Un des deux se prend une énorme droite et c'est terminé, quoi. Voilà, pourquoi pas. Alors une première droite, le mec se relève, il se fout des grosses droites en fait pendant 5 minutes et puis à la fin les deux tombent et c'est terminé. Bah tiens, on va parler d'un autre grand bonhomme puisque Ken Velasquez était aussi dans les parages. Alors, je sais que tu es un grand fan de l'acte de notre ami Ken Velasquez qui est en forme. Il est allé à la salle, il nous a écouté, il a entendu catch up. Il, Le mec, maintenant, il sue matin, midi et soir, il soulève de la fonte, il s'entraîne devant la glace, il prend un micro, il fait des promos de ouf. Il boit des milkshakes de stéroïdes. Des milkshakes de stéroïdes. Non, que dalle, que dalle. Ça commence avec Rey Mysterio qui interpelle Brock Lesnar. Alors Rey Mysterio, alors je sais pas trop. Rey Mysterio, il nous fait un farewell tour là parce qu'il remercie une fois de plus le public. Qu'il l'a bien encouragé avec son fils Dominique qui était agressé. Visiblement, ils ont reçu plein de petits mots d'amour, de soutien de la part des fans. Donc ça tourne pas mal autour du fils de Rey Mysterio. Et ça tombe bien puisque Brock Lesnar apparaît avec Paul Heyman sur le Titantron et ils ne sont pas seuls. Brock Lesnar n'est pas seul puisque il tient le fils de Rey Mysterio, donc Dominique, par le col et il l'a passé à tabac. Dominique est laissé pour mort dans les backstage sous les yeux effarés et globuleux de Rey Mysterio qui met quand même un temps fou avant de courir à la rescousse de son fils quand même. Ken Velasquez qui est censé être le parrain de Rey Mysterio, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, en fait, il attend. Il attend que Rey Mysterio y aille pour le suivre. Fait, ah, attends, j'arrive, t'as peut-être besoin d'aide. À la fin, un peu plus tard, on a une vidéo de Dominique qui est allongé sur un brancard avec plus ou moins un médecin qui prend soin de lui. Et là, on a une scène mais d'acting, mais dégueulasse, où Rey Mysterio et Ken Velasquez font mine pendant ce qui a paru, mais une éternité, d'être inquiet pour le sort de Dominique. Bah, tu vois Velasquez qui en même temps, tu sais, il doit jouer la colère et en même temps il doit être inquiet pour la santé de son filleul. Alors ils sont là, ils sont tourmentés.
qui regarde Dominique. Dominique, il est out, hein, il parle pas, hein, il est assommé et il est dans les vapes, quoi. Et ils sont là tourmentés. Ah, Dominique, non, Dominique, mais pourquoi Dominique? Brock Lesnar, je vais te trouver. Ah, et un peu plus. Et là, Brock Lesnar arrive et leur fout un F5 à tout le monde, alors avec notamment ce magnifique F5 sur Ken Velasquez qui va s'empaler sur, sur Dominique qui était posé sur le brancard. Les mecs, ils ont rien compris à ce qui leur est arrivé. Et 10 minutes plus tard, on a une vidéo. Alors là, je pense que ça a dû te faire bien marrer, de Ken Velasquez face caméra avec un micro qui a hurlé en espagnol. Peut-être que tu as compris ce qu'il a dit, mais j'en sais rien. Euh, Probablement il a fait la promesse qu'il allait détruire Brock Lesnar, mais avec un charisme de moule sèche, quoi. Mais c'était ridicule d'un bout à l'autre. Ah ouais, Qui, non, mais... qui est ce Ken Velasquez? Qui est-il? D'où vient-il? Quel est son réseau? Et pourquoi je devrais m'inquiéter de son sort? Parce que ce mec est juste une honte. Ce Non, mec mais... est une honte. non mais quel est cet homme, quoi? Non mais sérieusement, non mais... Oh là là, mais certainement un des pics les plus dramatiques de l'histoire de la WWE. Non mais là... Et tu sais quoi, le pire, c'est que le segment lui-même, finalement, moi j'ai trouvé ça pas mal. C'est vrai que tu as raison sur le fait que Rey Mysterio, on a vraiment l'impression qu'il est dans un espèce de truc où il se présente un peu comme si c'était ses adieux, qu'il fait un tour final dans toutes les grandes villes américaines, là. Et alors que je sais que de mes informations qui sont sûres et fiables, je sais que de toute façon, il a absolument pas l'intention d'arrêter à la WWE tant qu'il n'aura pas catché avec Dominique, de toute façon, hein. Donc, si la rivalité dure sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, on va revoir catcher Rey Mysterio et moi, j'espère bien d'ailleurs. Donc finalement, c'était pas mal. Et puis après, c'est vrai que ça part en couille. Bah, tu l'as bien dit, quoi, au moment où, voilà, où j'ai trouvé énorme l'image de Lesnar qui tient dans ses pognes Dominique, là, tout éclaté par terre. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, quoi. Et effectivement, le temps qu'ils mettent à descendre du ring et l'autre huître de Cain Velasquez qui, qui bouge pas, quoi, qui est là, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Je viens pas. Ah bah ouais, je suis le parrain, je vais quand même peut-être venir, quoi. Et alors, c'est de après, je suis au-dessus du brancard, avec rien qu'à la tête sur la jambe de son fiston. Et c'est énorme, c'est énorme. Et puis, encore un moment, bah, Lesnarien, quoi, avec ces deux F5 là, superbes, là, comment il te balance le Rey Mysterio contre le mur qui atterrit sur le banc. Je sais pas si Salement, ouais. ah ouais, salement, ouais. Je sais pas si ça c'était prévu comme ça, etc. Mais le F5 porté sur Rere m'a paru particulièrement violent. Vraiment, c'est pas bien Brock, hein, de faire ça à Rere, quoi. Et après, derrière, alors, non mais là, ouais, effectivement, la poilade, quoi. Non mais derrière, le F5 porté sur Velasquez qui atterrit sur Dominique, sur la tronche, quoi, en plus. Mais vraiment, quoi, mais tu te dis, mais là, non, mais c'est pas possible, quoi. Et alors, bah voilà, le bouquet final, quoi. Le bouquet final, c'est cette promo néandertalienne de Cain Velasquez. Alors là, je me suis dit, non, mais là, on a touché le fond. je, et en même temps, bah, je rigole là, mais je rigolais aussi devant mon écran parce que je me disais, non, mais c'est pas possible. Ils nous ont trouvé le mec le plus mauvais. J'avais été me renseigner sur lui, hein, je l'avais vu à l'UFC, mais, mais j'avais été me renseigner sur lui là, depuis qu'il était annoncé comme catcheur. Donc je l'ai vu dans un house show, je crois, à New York. Je l'ai vu à la Triple A où ça avait été catastrophique et où déjà je m'étais fait la réflexion en me disant, oulala, il est au Performance Center, j'espère qu'il va bosser, parce que là, il est carrément pas au point, quoi. Surtout que au match dans lequel il a participé, il y avait plusieurs pointures de la AAA, et du coup, j'étais quand même déjà assez inquiet, quoi. Mais là, ce qu'on voit depuis, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, un mois qu'il est arrivé, le Gus, là? Non, mais là, bon, les amis, si vous avez écouté la review de Raw, vous savez déjà que je vais filer mon flop pour Raw. Mais là, après ce que j'ai vu, ce que j'ai vu ce week-end sur Cain Velasquez, là, je dis non, c'est pas possible. Et puis, mon bon IRM, hein, il sera pas prêt, hein. Physiquement, il sera pas prêt, hein. Vendredi, tu verras. J'espère qu'ils vont le faire catcher en t-shirt, hein. J'espère que on n'aura pas l'horreur de le voir torse nu parce que vraiment, non, ça va pas être possible. Non, mais vraiment, vraiment, Cain Velasquez, ça va pas être possible du tout.
Ouais, c'était ridicule, mais bah au point de ouais, c'est pareil, moi j'étais mort de rire quoi. Enfin, c'était tellement ridicule que ça en devenait drôle, mais je suis pas sûr que ça soit l'angle qui que les bookers imaginent, parce qu'on est censé être terrifié, tout comme Brock Lesnar est terrifié face à ce fantôme qui vient le hanter, Ken Velasquez. Mais en Mais fait, ouais, Brock Lesnar, il a été surpris la première fois et maintenant il prend ça à la rigolade, tout comme mais nous. ouais. Mais c'est tout le problème là, hein. C'est que normalement ça devrait être présenté un match comme une affiche d'animal sauvage, tu vois quoi. Et en fait on est mort de rire devant la nullité absolue de Kane, quoi, qui est vraiment qui est mauvais à tout, mauvais. Je crois que tu avais fait un triptyque à Raw, voilà quoi, mauvais dans le ring, mauvais au micro, mauvais dans l'attitude, mauvais dans le charisme, mauvais partout le mec, quoi. Mauvais. Zéro pointé, 0 fois 4 égale 0. Ouais, c'était ça, ouais. Zéro. Un zéro absolu, quoi. Le gars, il est, il est dans le néant. Néant du Néandertal, effectivement, bien vu. Ouais, c'est vrai qu'on essaie de nous raconter une histoire où Ken Velasquez vient chasser Brock Lesnar, donc le chasseur devient la proie. C'est un peu ça, hein. Brock Lesnar, qui est un vrai chasseur en plus, il tue les daims avec son fusil sniper, sa mitraillette, et en fait Ken Velasquez arrive pour le chasser, lui faire peur, et en fait le Brock Lesnar, en fait, passé le premier jour, maintenant c'est lui qui s'amuse, quoi. Il s'abuse, il attaque le fils de Rey Mysterio, le filleul, et puis c'est une bonne poilade, une bonne rigolade, il rentre chez lui, il a fait sa bonne blague, quoi. Ouais, et puis autant à l'UFC, Cain Velasquez c'était une pointure et que sur le combat qu'il a contre Lesnar en 2010, il n'y a pas photo, y a pas de problème. Autant dans le ring, quoi, je veux dire, qui peut croire une seule seconde que Lesnar peut perdre un match face à Cain Velasquez, quoi. Je veux dire, Brock Lesnar, c'est une machine dans le ring, quoi. Velasquez, il est pas au niveau, quoi. On est dans la big league, là, les amis, la merde. Donc, Cain Velasquez retourne en D2, quoi. Mais là, ça va pas. Bon, bah, écoute, j'espère que tu as été enthousiasmé un peu plus par bah, écoute, cette promo plutôt intéressante, puisque clairement, hein, on a mis Cronjoul de côté. Daniel Bryan est interviewé par Michael Cole à propos de sa carrière, et il lui a notamment demandé si le Yes Movement était de retour. Alors, on appuie sur les gros boutons hein, là, à la WWE pour bien appuyer. Vous voyez, il est de retour, Daniel Bryan, maintenant c'est un gentil, on veut relancer la machine du Yes Movement. Mais Sami Zayn n'était pas d'accord. Sami Zayn qui a eu un gros rôle à jouer hein, ce soir, il était sur tous les fronts. Il est interrompu, il est accompagné de Nakamura. Et il vient offrir en fait une opportunité à Daniel Bryan de les rejoindre, puisque contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, Daniel Bryan et Sami Zayn ont beaucoup en commun. Ils aiment la planète, ils sont véganes, que demander de plus pour, pour se mettre ensemble, puisqu'en fait, le public, c'est juste, bah, on se souvient, hein, des Fickles, des Girouettes. Là, aujourd'hui, ils veulent le retour du Yes Movement, mais ils ont craché sur bah, tout ce en quoi Daniel Bryan croit finalement. Et c'est vrai, en fait, Sami Zayn a juste appuyé sur tous les boutons de la vérité, comme un bon heel sait le faire. Et au moment où Sami Zayn a proposé donc à Daniel Bryan de les rejoindre en lui tendant la main, Daniel Bryan, il est parti. Daniel Bryan est visiblement toujours tourmenté, mon bon Chris. Ouais, il a pas dit un mot hein, pendant toute la promo de Zayn. Il n'y a eu aucune interaction. Il est resté là à écouter. Il serre pas la main. Il a pas dit oui. Il a pas dit non. Voilà, on est dans le peut-être ou dans le en même temps. Euh, après moi j'ai trouvé assez intéressante la promo de Sami Zayn parce qu'il a un peu parlé voilà du background qu'ils avaient tous les deux depuis toutes ces années qu'ils se connaissaient, etc. Donc moi je trouvais que c'était vachement crédible que Zayn vienne chercher Daniel Bryan comme ça. C'était pas mal. Moi, je trouve que c'est intéressant. Bah, pour le coup, tu vois, on est sorti de Crown Jewel, comme tu l'as dit, et ça, c'était bien. Parce que voilà, ça ouvre un peu quelques pistes pour le futur. Et, euh, et pourquoi pas, c'est intéressant de voir Zayn. Est-ce que Zayn il est en train d'essayer de former un clan là Est-ce que voilà, il peut y avoir plusieurs options sur la table. Et puis le personnage de Daniel Bryan en ce moment, il est pas clair, son alignement est pas clair quoi. Il a eu ce truc avec Roman Reigns, voilà où ils ont affronté Rowan et tout ça. Rowan est passé à Raw depuis, donc il faut bien qu'il trouve un nouveau programme pour l'American Dragon. Mais moi je trouve ça plutôt intéressant pour la suite. Pour le coup, je suis assez prêt à voir un peu ce qui va se passer.
À minima, on aurait une belle affiche pour le titre intercontinental. On sait Ouais. ici à Catch-Up qu'on réclame la mise en avant de ce magnifique titre, hein. Un petit Shinsuke Nakamura versus Daniel Bryan. Et ben justement, ça faisait partie de l'argumentaire du Canadien. C'est un match de rêve, hein, pour Daniel Bryan d'affronter évidemment le Japonais. Ouais, effectivement, on est dans. C'est assez bizarre, hein, le traitement de Daniel Bryan parce que clair, voilà, c'est pas clair, mais en même temps, on a quand même, enfin, son face turn, et on l'avait, enfin, moi je l'avais justement particulièrement regretté, avait été fait, enfin, de la façon la plus brutale et possible. Enfin, on l'avait vraiment fait face turner en l'espace d'une soirée, et finalement, là, on est en train de nous représenter un Daniel Bryan pris dans ses tourments. Donc, à voir, à voir. En tout cas, une grosse promo, hein, de Sami Zayn, qui a vraiment, tu t'inquiétais un petit peu de ne pas le voir entre les cordes, mais en tout cas, on le voit au micro et il se débrouille bien. Je pense que clairement, il a convaincu les officiels que un SmackDown sans Sami Zayn, ce n'est plus un SmackDown. Il y a un seul truc quand même d'étrange avec Sami Zayn, c'est qu'apparemment, de tout ce que je dis sur les reports, il ne fait que des promos dans les weekly, mais il catch dans les house shows, donc c'est Ouais. assez bizarre. Il y a pas, apparemment, il n'y a pas de problème physique quoi, pour Sami Zayn. Donc moi, je répète ma théorie de la semaine dernière. Je pense que Sami Zayn ne catche pas à cause de l'histoire de Crown Jewel. Et que, comme par hasard, une fois que comme Crown Jewel sera fini, on va le voir réapparaître enfin entre les cordes et ça sera une bonne nouvelle. Écoute, pourquoi pas, effectivement. De toute façon, là, ce qui est sûr, c'est qu'il fait plutôt bien son travail, notamment dans cette belle promo. Allez, direction le main event. Je ne veux pas vous faire le play-by-play, mais on a eu de l'action, de la grosse action dans ce 3v3. Reigns, Ali et Shorty G affrontaient Corbin, Cesaro et Nakamura. Et on a eu notamment un Cesaro, mesdames et messieurs, le, qui a tenu tête au Big Dog, hein, Roman Reigns, d'une belle façon. J'étais assez impressionné, mais pas surpris, mais quand même toujours impressionné. C'est ça qu'il faut avec Cesaro, c'est que il fait partie du paysage maintenant depuis un bout de temps, et à chaque fois qu'il est en face à face avec un catcheur, et ben il arrive à me décrocher la mâchoire. Le duel final entre le Big Dog et le Superman suisse, pardon, a été incroyable. Il y a eu notamment un paquet de contres, que ce soit sur les Superman Punch ou les Spears du Suisse, qui était assez incroyable. Là, les European Uppercut sont tombés. Il a ressorti son Cesaro Swing, mais à une vitesse. Roman Reigns, il a tourné comme il n'a jamais tourné, c'était assez incroyable. Mais à la fin, l'enchaînement passe, Spear et Roman Reigns qui ne fait pas le tomber, il laisse Ali le placer son 40-50, son 450 pardon, splash pour la victoire, une belle victoire des Faces à quelques encablures de Crown Jewel. Écoute, on a eu de l'action, bon, c'est qui se résumait certes à grosso modo tout le monde a placé son arsenal, mais je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup aimé ce Cesaro versus Roman Reigns, je reprendrais bien une petite dose là. Ouais, ouais, le seul vrai match de la soirée dans ce SmackDown. 15 minutes dans le ring, voilà, pour un match enlevé. Donc c'était cool. Effectivement, toute la série là entre Reigns et Cesaro, en particulier sur la fin, a été assez impressionnante, quoi. Et le Cesaro, pour le coucher, il a fallu quand même un Superman Punch, un Spear, et après le 450 de Ali. Donc quand même, ça cognait dur. Donc non, non, c'était sympa. Il y avait vraiment, ouais, ouais, il y avait. Et Shorty G et Ali ont été pas mal aussi, quoi. Les deux poids plus légers, on va dire. Mhm. Quand même, pour signaler à nos auditeurs que Shorty G, non seulement il a changé de nom, mais cette semaine, il a aussi changé de tenue. Et Ouais. met une tenue de meneur de jeu des Charlotte Hornets. J'étais assez étonné de sa tenue, en fait. Voilà, il est vraiment sorti de la grenouillère et tout ça. Et là, il nous met un short de basketteur avec un jersey de basketteur. C'était assez surprenant, ça. Euh, C'était pas mal, écoute. Pour moi, c'était le meilleur moment catch de la soirée, de toute façon. Donc voilà, un vrai match de 15 minutes. Ce qui à SmackDown quasiment n'existe plus que dans le main event. C'est assez décevant, ça. Après, moi, j'aimais bien aussi parce que du coup, on avait Jimmy Hart qui était sur le bord, au bord du ring avec toujours son fétiche mégaphone. Et ça, c'était cool parce que ce mec-là, je sais pas quel âge il a, Jimmy Hart, il doit avoir au moins 65 ans.
Et le gars, il continue à haranguer la foule avec son mégaphone et c'est quand même complètement délire de se retrouver dans les années 80 avec ça. Alors, les années 80, il était beaucoup plus actif physiquement, puisque souvent, régulièrement, il montait sur le ring aussi avec son mégaphone, il venait hurler aux oreilles des catcheurs sur le ring, etc. Il faisait des trucs assez incroyables, quoi. Mais le voir encore là avec le Hulk et le Ric Flair, moi, ils m'ont bien fait rigoler. Tout ce qui s'est passé, toutes les interactions qui s'est passé ringside, etc., ça a toujours été assez sympa. Donc, du coup, ça a été un main event fun. Effectivement, on termine la soirée sur une bonne note après ces tourments et ces méandres avec tous ces mecs de 2 m 10 qui se posent trop de questions et qui sont trop tourmentés pour des mecs qui veulent juste se mettre sur la gueule. Là, au moins, on avait des gars qui sont passés à l'action, loin de tout ça. Et c'est comme ça que c'est terminé du coup cet épisode de SmackDown qui était assez focus sur Crown Jewel. C'est l'heure donc du top, du flop et de la note. S'il te plaît, Chris, est-ce que tu veux bien nous partager tout ça? Wouh, c'est parti. Bah, mon flop, c'est le back-to-back, hein. Mon flop, je vais le donner à Cain Velasquez. Félicitations, monsieur. Ah ouais, non, il fait le back-to-back, là, hein, voilà, quoi. Raw, SmackDown, même combat. Donc voilà, je lui mets mon flop, je les amis, je vous réexplique même pas pourquoi, je crois qu'on a déjà tout dit dans cette review. Donc voilà, le flop sans hésitation à Cain Velasquez. Et mon top, je vais le donner au main event parce que c'est le seul vrai moment match de catch qu'on a de la soirée. Et même si l'opener était plutôt sympa parce qu'il y avait une belle ambiance avec les Hall of Famers, etc. Mais finalement, le main event est la confirmation de cet opener du Miss TV. Et on a eu un vrai bon match de catch avec 15 minutes de catch, avec, voilà, avec comme tu l'as dit, un Cesaro au retour. Fracassant, mais qui, comme d'habitude, perd, hein, parce que de toute façon, Cesaro, c'est ça. Cesaro, il fait des matchs de catch extraordinaires, mais il les perd tous. Ou alors, il faut qu'il aille à NXT TakeOver Cardiff pour pouvoir enfin gagner un match. Mais bon, ça fait un peu loin quand même pour aller gagner un match. Aller à Cardiff à chaque fois, c'est pas très pratique. Mais voilà, sans hésitation, mon top, je le mets au main event. Et puis, bah écoute, ma note, bah, pour moi, il n'y a pas eu de catch dans ce truc-là. Beaucoup de promos, beaucoup de vidéos encore. Ouais. Euh, beaucoup enfin, en fait, je suis dans la complexitude pour mettre une note, quoi. Parce que d'un côté, j'ai envie de te dire que je me suis un peu fait chier parce qu'il n'y a pas de catch et tout ça, parce qu'on était dans les histoires de Crown Jewel, parce que tout ça, et Mm. qu'on n'arrête pas de se dire vivement que ça se termine, ce booking pour Crown Jewel. Donc, je vais lui mettre la moyenne, non, je vais lui mettre 2,25. Ouh, d'accord. Ouais. J'étais proche du simplement 2, mais je vais lui mettre 2,25. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu au supplice là. On regarde parce qu'il y a quand même des bonnes choses à regarder, des belles promos ou voilà, un bon match par-ci, une bonne promo par-là. Mais une fois de plus, Crown Jewel vient plomber tout ça parce que tout nous paraît vain en fait. Tout nous paraît vain. On dit bah on attend juste l'après Crown Jewel pour vraiment repasser aux choses sérieuses, dans l'espoir que tout redevienne intéressant, hein, parce que le pire dans tout ça, c'est que on n'est même pas sûr que bah, le show bleu va retrouver des couleurs. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on est quand même sur un gros deal avec la Fox et que ils se sortent pas les doigts du cul. T'as l'impression que même limite ils sont en pilotage automatique. Je sais pas concrètement, je saurais pas te dire ce qu'en pense la Fox dans tout ça, toi, parce que est-ce qu'ils en sont contents? Parce que bon, on est dans une toute nouvelle configuration par rapport aux ratings et tout. Enfin, on ne sait pas vraiment exactement à quel point tout ça fonctionne, mais c'est vrai que bon bah c'est un petit peu compliqué, hein. On est un peu au supplice là, on est un petit peu, on prend ce qu'on nous donne quoi. Donc bah moi je te suis, de 25 pour moi aussi. Le flop c'est le même et mon top je vais le donner tout simplement à Sami Zayn qui a fait un une grosse prestation ce soir et bravo au Canadien qui tient bien son micro. Bon, et ben, mes amis, c'est l'heure de se laisser, de s'abandonner. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui résume tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver en audio sur Spotify, iTunes, Deezer et bien d'autres. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Je te remercie, mon bon Chris, pour ta présence. Merci à toi, Yarem. Avec plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut, Yarem. Salut, peuple de catch-up. Ça, le mec est censé être un fantôme, enfin, le mec
à coucher Brock Lesnar, il doit. S'il fait peur, Brock Lesnar nous fait peur. Si Ken Velasquez doit faire peur à Brock Lesnar, Ken Velasquez doit nous faire peur à nous aussi. Bah ouais. Et ben, oh bah non, j'ai l'impression que c'est nous qui faisons peur à Ken Velasquez. Et que c'est pour ça il a peur de nous. Il ose pas. Il sait pas qui on est. Le WWE Universe fait peur à Ken Velasquez.